bien salut tout le monde, c'est Fonetro. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Développons un peu. Alors comme vous m'avez beaucoup demandé, on va voir aujourd'hui comment s'enregistrer sur une base de données. En effet, il y a un petit bout de temps, je vous avais montré comment se connecter à une base de données depuis une application iOS. Cependant, vous m'avez demandé comment faire pour s'enregistrer, donc toujours depuis une application. Je vous propose de le faire aujourd'hui. Dans l'épisode sur la connexion, je vous avais montré comment installer Member Server, relier MySQL, enfin en tout cas mettre le pass pour qu'on l'ait directement depuis le terminal, mais également comment créer la base de données. Je vous propose de retourner voir cet épisode, le lien sera dans la description de la vidéo, pour pouvoir suivre celui-ci parce qu'on va se baser sur la même base de données. Alors je vous propose de lancer votre serveur, donc vous faites démarrer les serveurs, vous allez avoir deux petits encarts verts qui devront se mettre ici. Une fois que ça c'est fait, on va se rendre sur le terminal et on va se connecter à notre base de données. Alors pour cela on va marquer MySQL-U, on va renseigner le nom d'utilisateur, enfin -P pour pouvoir renseigner le mot de passe. Le mot de passe c'est root également, on fait entrer, on est connecté. On va utiliser la base de données dev un peu, c'est comme ça que je l'avais appelé. On va ensuite voir les tables qu'on avait générées. Alors voilà, on en avait généré une seule, c'était utilisateur en majuscule. Donc ça va nous correspondre très bien ici. Ici, on va voir les colonnes. Columns from utilisateur. Voilà, comme ceci. Alors, voilà les colonnes qu'on avait rajoutées donc, dans l'épisode précédent. On avait mis un identifiant de type auto-incrément de valeur entière, donc integer, un pseudo en char45 et un password en char45, donc ça nous va bien tout ça. Je vous propose quand même de rajouter, pourquoi pas, un email. Ça sera quand même assez important si par exemple l'utilisateur a oublié son mot de passe. Alors pour cela les amis, rien de plus simple, on va toujours se rendre dans la console MySQL, on va taper la commande qui va nous servir de justement modifier la table utilisateur, donc alter table, on va mettre ensuite utilisateur parce qu'on va vouloir modifier cette table-ci. Là on va ensuite renseigner add pour mettre notre colonne, on va l'appeler mail directement et on va lui renseigner notre type. Alors le type qu'on va mettre ça va être un varchar 46. On va mettre peut-être du 120 parce que les adresses mail, voilà, c'est un petit peu plus gros. Ensuite, on met point virgule, OK, donc query OK, one row affected. Normalement, si on réexécute show columns, ça devrait le faire, voilà. Donc là, on a bien notre ID, notre pseudo, notre password et enfin notre mail. Alors j'ai peut-être envie aussi de rajouter 2-3 petits champs pour que, comme ça, vous voyez bien comment ça fonctionne. On va rajouter aussi le nom et le prénom. Alors pour cela, on va rappeler la commande juste avant. On va mettre déjà du varchar 45 parce que ça sera forcément plus petit. Alors on va mettre le nom de la personne, voilà, comme ceci, entrée, et on va mettre aussi le prénom. Alors voilà, comme ceci, prénom. Alors attention les amis, évitez surtout de mettre des espaces, déjà ça ne marchera pas, il faudra mettre des quotes, mais surtout des accents. Évitez au maximum pour les noms de colonnes de mettre des accents, ça peut poser des problèmes. Voilà les amis, à ce stade-là, notre base de données est correctement effective, j'ai envie de dire. On a ajouté 3 champs qui vont nous permettre justement d'interagir avec. Alors, vous pouvez encore aller plus loin, bien entendu, si vous voulez en rajouter 15, 16, faites comme vous voulez. C'est une base de données qui est faite pour stocker du contenu. Donc là, en l'occurrence, on ne fait pas grand-chose, mais sachez que vous pouvez mettre autant de contenu que vous voulez, que ce soit des dates d'anniversaire, des dates de naissance, le pays de résidence, etc. Vous pouvez vraiment y aller, vous aurez la place. Alors les amis, je viens de regarder ce qu'il y a dans la base de données, donc dans la table utilisateur, et on en a déjà un qu'on avait créé à l'époque, on l'avait ajouté nous-mêmes. Et donc cet utilisateur, il a quelque chose d'assez spécial, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Alors regardez, on a donc ajouté notre utilisateur, alors l'identifiant c'est incrémenté automatiquement. Le mot de passe, on l'avait renseigné nous-mêmes, le pseudo également. Mais également, vous avez pu voir que là, les 3 colonnes qu'on a rajoutées nous-mêmes précédemment ont pris la valeur de nul, c'est-à-dire rien. Alors pourquoi ça a pris automatiquement ces valeurs-là? Eh bien parce que dès qu'on va ajouter une colonne, par défaut, vous allez voir juste ici, ça prend cette valeur-là. Il y a des défauts, hop, ça prend la valeur nulle. Défaut, ça prend la valeur nulle également pour mail. Donc c'est-à-dire que si je renseigne le pseudo, le password, le nom, le prénom, mais pas le mail, eh bien la valeur par défaut, ça sera nul et donc mon mail sera égal à nul. Cette valeur par défaut, vous allez pouvoir la changer pour par exemple mettre une email par défaut, un pseudo par défaut également. Eh bien c'est ce que je vous propose de faire, on va le mettre en application. Alors on va ajouter un dernier champ, après je vous promets on arrête. Alors on va ajouter par exemple l'âge, donc une nouvelle colonne qui sera un âge. Ça sera de type int, donc un integer, un entier.
Et on nous mettra en défaut, donc vous avez juste à mettre default, la valeur de 18. Alors donc en gros, on aura donc une nouvelle row. Alors attendez, on va juste, je vais faire un show columns, hop, show columns from utilisateur. Voilà. Donc pour faire simple, on a donc maintenant un âge qui équivaut par défaut à 18. C'est-à-dire que si on ne le renseigne pas, hop, automatiquement, notre âge va être à 18. Si vous le renseignez, bien entendu, il prend la valeur que vous lui donnez. Maintenant que toutes les colonnes sont en place, je vous propose de passer à la suite. On va créer un nouvel utilisateur pour pouvoir écrire dans la base de données. Si vous vous souvenez bien les amis, la dernière fois on avait créé un utilisateur qui s'appelait LoginApp et ce dernier avait uniquement le droit de lecture dans la table utilisateur. Donc heureusement, si par exemple le mot de passe venait à fuiter ou quelqu'un arrivait à le récupérer, eh bien il pouvait uniquement, j'ai envie de dire, lire dans la base et ne pas écrire. Donc c'est quand même une sorte de sécurité. Maintenant, je vous propose de créer un nouvel utilisateur qu'on va appeler RegisterApp et ce dernier aura les droits uniquement d'écriture dans la table utilisateur. Donc c'est celui-ci qui va nous permettre d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Pour cela les amis, on va écrire la commande qui va nous permettre d'ajouter un utilisateur, donc c'est create user. On va ensuite renseigner register app pour rester dans le même lien que login app pour que ça soit un petit peu plus compréhensible. Ici on va mettre sur quoi on va se connecter, donc nous ça va être un script PHP qui va être exécuté sur le serveur même, donc nous on met localhost. Et enfin on va lui mettre un mot de passe, donc identified by, et là on va mettre notre mot de passe. Le mot de passe on va garder le même, alors bien entendu les amis, évitez de mettre le même mot de passe de partout. Là je vais mettre le même que login app pour des raisons évidentes, pour que ce soit plus simple pour moi, mais pour vous les amis, mettez vraiment des mots de passe très très durs à trouver, mais également des différents pour chaque utilisateur. Donc ça y est, notre utilisateur est créé, mais il n'a absolument aucun droit, donc là il sert à rien, j'ai envie de dire. Donc on va lui ajouter 2-3 petits droits pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Alors on va lui mettre quoi comme droit? Eh bien on va lui mettre des droits de... alors je sais pas si on va mettre du update aussi, ça peut être intéressant. On va lui mettre des droits d'update pour la suite d'un tutoriel que je vous montrerai. Du update et puis enfin du insert, le plus important pour pouvoir ajouter des nouvelles données. On va ensuite mettre dans quoi on veut qu'il interagisse, donc dans dev 1 point utilisateur. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je me concentre un petit peu sur ce que j'ai écrit quand même. Donc notre utilisateur c'est register-app et on va enfin remettre localhost. Alors qu'est-ce que c'est exactement ça? Je vous l'avais déjà expliqué mais je vous le redis. On va en fait ajouter les droits d'update. Alors update, qu'est-ce que c'est? C'est mettre à jour une valeur dans la base de données. Insert, c'est pour ajouter un nouvel enregistrement, donc en gros un nouvel utilisateur, sur la base de données qui s'appelle dev1peu et la table utilisateur. C'est-à-dire qu'il a les droits uniquement sur la table utilisateur de la base de données dev1peu. Je ne lui ai pas donné tous les droits partout, bien entendu. Moi, je veux juste qu'il fasse son travail dans l'utilisateur. C'est uniquement ce que je veux. Les amis, surtout, soyez indulgents et faites super attention là-dedans. Parce que si vous donnez des droits n'importe où, etc., eh bien, ça peut avoir de graves conséquences si un hacker, par exemple, prend contrôle de votre base de données, il a votre nom d'utilisateur, eh bien, pourra accéder à toutes vos bases de données. Et là, c'est très dangereux. Alors je vous propose maintenant de passer au script PHP qui va nous permettre justement l'opération d'ajouter un nouvel enregistrement dans la base de données. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai réinitialisé tous les utilisateurs qu'il y avait dans la base, j'ai tout supprimé pour que vous voyez bien que ça en ajoute bien de nouveau. Alors pour cela, le script, je l'ai fait avant. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu long à réaliser et puis je pense que c'est pas super intéressant. Par contre, je vais vous le commenter, comme ça au moins je vous explique tout, ligne par ligne, comment ça marche. Je pense que c'est quand même la meilleure façon de le faire pour les scripts PHP, vu quand même cette chaîne est plus axée sur l'Objective-C. Alors, la première ligne qu'on a, c'est le header, donc c'est l'entête HTTP. Donc là, pourquoi j'ai mis application JSON? Tout simplement parce qu'en fait, dans les DAI qu'on va voir un petit peu plus tard, eh bien, j'affiche du JSON qui va être très utile après lors de la réception pour l'application iOS. Ensuite, je vais déclarer toutes mes variables pour pouvoir me connecter à la base de données. Donc localhost, c'est le serveur actuel où j'exécute mon script. Donc moi, c'est en local. Dev1peu, le nom de la base de données. RegisterApp, c'est le nouveau nom d'utilisateur qu'on a créé juste avant. Son mot de passe également. Alors ici, on a un test successif où je vais tester en fait toutes les variables post. Donc je vous rappelle qu'on va fonctionner en méthode post, c'est-à-dire qu'on va envoyer nos variables en méthode post.
Donc là, je vérifie pseudo, password, mail, nom, prénom et âge. Vous avez remarqué, eh bien, c'est toutes les colonnes qu'on a ajoutées dans la base de données. Donc je teste si elles sont set, c'est-à-dire si elles sont non nulles. Si au moins une de toutes celles-ci est nulle, eh bien, je vais afficher ça. Donc je vais arrêter le script et je vais dire qu'il y a au moins une des variables qui ne sont pas déclarées. Donc je ne vais pas continuer la suite, sinon il va y avoir une erreur. Donc passons maintenant à la suite. Si eh bien, la condition là-haut n'est pas validée, c'est-à-dire que je ne passe pas dans le die, je passe à la suite. On va passer maintenant au MySQL. Alors là, c'est la connexion à la base de données initiale. Donc je passe par un try and catch. Alors try and catch, qu'est-ce que c'est? En PHP, ça va nous permettre d'essayer quelque chose dans ce bloc. Et s'il y a une erreur, eh bien, je vais passer dans le catch qui va me récupérer en fait l'erreur directement donc dans la variable E qui est ici. Je pourrais l'afficher effectivement dans le die, mais je n'en vois pas vraiment l'utilité parce que bon, si on a une connexion à la base de données, l'utilisateur s'en fout royalement de savoir pourquoi il y a un problème d'utilisateur ou autre. Donc moi je ne l'affiche pas, je fais juste connexion DB impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a une variable connexion et là en fait je vais instancier un objet connexion, un objet donc PDO. Donc issu de la classe PDO, donc je vais instancier un objet de connexion où dedans je vais renseigner en fait toutes les variables qu'on a déclarées au-dessus qui vont me permettre de me connecter à la base de données, c'est-à-dire localhost, donc le serveur, actuellement je suis en local, le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et enfin le mot de passe. Alors maintenant on va passer à la suite. Une fois que la connexion MySQL est établie, on va passer au traitement. Alors là j'ai remarqué d'ailleurs que je n'ai pas renommé le select statement, normalement c'est insert statement, donc je le renommerai dès que je vous sortirai le script. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va préparer une commande SQL. Alors la commande SQL, voilà comment elle s'organise, donc c'est là vraiment le cœur du script. Ça va nous permettre d'ajouter dans la table utilisateur, hein, donc c'est dans la table où on a fait tous les changements. On va renseigner tout ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les colonnes qu'on va renseigner. Rappelez-vous, on en a plusieurs. On a ID, pseudo, password, mail, nom, prénom et âge. Je n'ai pas mis ID. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est de type int auto-incrémente et donc il va se renseigner automatiquement tout seul. Il va s'incrémenter tout seul. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de renseigner pseudo, password, mail, etc. Ensuite, je vais renseigner les values. Alors voilà comment ça s'organise, c'est avec des 2 points. Pourquoi? Parce qu'en fait on va utiliser bin value qui est quand même bien meilleur que ce que je vous avais présenté la dernière fois, donc le mettre directement en concaténation directe. Donc c'est vraiment préférable de passer donc maintenant par le PDO. Alors donc là j'ai mis pseudo, password, en gros tout ce que j'ai mis ici, hein, donc toutes les colonnes qu'on va renseigner. On va ensuite faire un bin value, c'est-à-dire en gros on va récupérer pseudo qui est ici et on va lui assigner la valeur du pseudo qu'on veut tout simplement. Donc ensuite je vais faire quasiment la même chose de partout et puis j'ai juste remarqué que j'avais fait un petit oubli ici. Il faut que je calcule la somme MD5 de mon mot de passe, c'est très très important. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'il ne faut jamais, alors retenez bien cela, ne jamais stocker un mot de passe de façon claire dans une base de données, c'est très important. Pourquoi? Eh bien parce que si par exemple un hacker regarde votre base de données, s'il a accès à votre base de données, il voit tous les mots de passe en clair. Et ça c'est vraiment c'est impensable. On ne peut pas laisser faire ça. Donc on doit calculer le HMD5. Qu'est-ce que c'est le HMD5? Eh bien c'est une somme qui est calculée à partir d'une variable. Et donc cette somme en fait, si vous préférez, elle est assez grande, hein. Je vais vous la montrer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et cette somme en fait peut être calculée que dans un sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la décrypter. Donc je pense qu'il est préférable que je vous fasse un petit exemple pour mieux que vous compreniez. Alors donc là on a la simulation de MD5, hein, vous pouvez voir on passe dans la fonction MD5 et on va passer notre variable. Donc nous par exemple on va dire qu'on va rentrer un mot de passe où ça va être dev1 peu, voilà, comme ceci. Là, si j'affiche ça dans ma base de données, le hacker va voir mon mot de passe dev un peu, et en général, beaucoup d'utilisateurs utilisent les mêmes mots de passe de partout, et donc ça serait une catastrophe. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le mot de passe dans la fonction MD5, hop, voilà ce que ça va nous donner. Donc, cette chaîne de caractères, donc c'est le MD5 checksum, c'est la somme MD5 qui est calculée à partir de notre string qu'on a mis juste au-dessus. Et l'avantage, en fait, c'est que cette somme-là, on ne peut pas en fait faire l'opération inverse. C'est-à-dire que en fonction de ça, bon moi par exemple je peux faire l'opération inverse vu que je sais au-dessus ce que ça correspond, mais si je ne sais pas, eh bien voilà, le hacker va se retrouver en face de ça et va se dire mais voilà, je ne peux rien faire, en fait je ne peux pas le décrypter, ce n'est pas possible.
Alors j'en vois certains me dire que s'il est possible de décrypter du MD5, alors vous n'avez pas tout à fait tort, hein, c'est vrai, c'est possible. Néanmoins, ça marche sur un système de mot de passe. Alors on va prendre exemple sur un mot de passe un peu plus compliqué. Donc on va mettre test dev un peu. Alors voilà, celui-là il est absolument impossible, il n'existe pas dans les dictionnaires. Donc là je viens de faire MD5, donc là voilà ma somme MD5 calculée. Donc c'est test dev un peu. Donc il existe des sites comme je vous l'ai dit, qui vont permettre de décrypter des MD5, mais attention, c'est MD5 qui sont déjà connus à l'avance. C'est-à-dire que là, par exemple, si je le mets, mon MD5 que j'ai généré juste avant, qui est assez difficile, eh bien je suis quasiment sûr et certain que si le hacker essaie de le décrypter, eh bien voilà, le hash n'a pas pu être identifié, il n'est absolument pas trouvable. Tout simplement parce que je ne l'ai pas encrypté via leur site et donc enrichi leur dictionnaire. Donc là, on va le faire ensemble pour bien que vous compreniez. Regardez, par exemple, si j'encrypte sur leur site internet, alors j'ai mis quoi? J'ai mis test dev un peu, voilà, test dev, hop, on va enlever ça. Donc test dev un peu, voilà, comme ceci. Si je le crypte, bien entendu, ça va me donner le même HMD5, donc il se finit par 0,2, parfait. Et donc si je fais l'opération inverse, vu que je l'ai déjà fait, je vais faire décrypter, et là voilà, normalement, j'ai bien mon MD5 qui est décrypté à vie maintenant. Donc si quelqu'un essaye de mettre test dev un peu, eh bien on connaîtra, enfin si quelqu'un en tout cas essaie de rentrer ce hash là, on saura que c'est test dev un peu. Et donc voilà pourquoi on dit à tout le monde de mettre des mots de passe difficiles dans les sites internet, parce que voilà comment ils sont encryptés. Alors il existe des millions de façons d'encrypter des mots de passe, bien entendu. Là je vous montre la plus simple, mais qui est quand même très performante aussi, hein. Comme vous avez pu le voir, on ne peut pas décrypter tout ce qu'on veut, hein. C'est juste uniquement ce qui est connu. Donc eh bien si je mets quelque chose de très facile, regardez, bonjour, pendant un mot de passe très très simple, je récupère le hash. À mon avis celui-là il a dû être testé des milliards et des milliards de fois, donc c'est quasiment sûr qu'il va le trouver. Voilà, bonjour automatiquement. Donc voilà pourquoi je vous conseille moi-même de mettre des mots de passe vraiment compliqués. Alors maintenant on exécute, c'est bien la commande qu'on a réalisée juste au-dessus, donc qu'on a construite avec les valeurs pseudo, password qu'on a récupéré directement en poste. Donc on exécute, on vérifie enfin le nombre de lignes qui est retourné, donc c'est le nombre de lignes qui sera affecté. Si on a une ligne ou plus, eh bien c'est-à-dire que l'enregistrement a bien été pris en compte et donc on a bien enregistré l'utilisateur. Je vous propose maintenant d'aborder le développement de l'application. Alors pour cela, j'ai récupéré le projet que j'avais déjà réalisé autrefois, donc pour la connexion, et j'ai rajouté une tab bar pour avoir accès directement à l'enregistrement. Donc comme ça, voilà, je peux jongler entre les deux onglets. Alors pour l'enregistrement, eh bien j'ai rajouté des champs pour tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le pseudo, le mot de passe, le mail, le nom, le prénom et l'âge, et enfin un bouton s'enregistrer pour envoyer la requête. Alors comment tout ça, ça fonctionne? Donc pour le storyboard, hein, rien de compliqué, vous l'aurez compris, donc il y a le tab bar avec les deux qui sont connectés. J'ai ensuite connecté tous mes fields, mon IB Action sur mon bouton s'enregistrer. J'ai profité aussi du fait de reprendre le projet pour faire quelques petites modifications, donc je vous inviterai à retélécharger le projet si ça vous intéresse sur le site officiel de Dev un peu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un fichier global.h, donc c'est un fichier header. Dans celui-ci j'ai rajouté l'URL des deux scripts, donc login.php et register.php qui sont situés pour moi dans le dossier BDD. Donc ce fichier global.h, eh bien, il va me servir justement de créer deux constantes symboliques que je vais appeler, enfin que je vais en tout cas importer et que je vais récupérer dans mes vieux contrôleurs. Donc là, regardez, j'ai fait un import global.h et ici un import global.h. Maintenant, on va s'attarder à l'enregistrement vieux contrôleur. Là, j'ai déclaré tous mes text fields ainsi qu'une action. Hop, on va passer là, et c'est globalement en fait la même chose que ce que j'ai fait dans la connexion. Alors je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Eh bien on a une variable post de type nstring. Dans cette-ci, on va l'initialiser tous les arguments qu'on va vouloir envoyer au script PHP. Alors on a pseudo, password, mail, etc. On va ensuite envoyer le contenu des text fields, donc password, mail, field.text par exemple. Enfin, on va spécifier l'URL du script, donc encore une fois, c'est les constantes qui sont déclarées dans le fichier global.h qu'on va ensuite récupérer ici, donc l'URL du script register, donc register.php. Ensuite, on va déclarer un objet de type NSMutable URL request. Mutable, je vous rappelle, on va pouvoir, une fois que l'objet est créé, le modifier. Donc, on va lui renseigner tous ces attributs, qu'il soit par exemple donc son URL, son type, donc c'est de type post, etc. Une fois la requête constituée, on va ensuite l'envoyer et on va attendre un retour. Alors pour cela, on va tester si on a un status code qui est égal
ou plus gros A200, c'est-à-dire en gros que la requête a été acceptée et qu'elle est valide. On va ensuite parser le résultat qui, je le rappelle, est en JSON. On va le transformer en tableau, plus précisément un NS Dictionary. On va ensuite récupérer la valeur du succès. Donc si c'est 1, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Si c'est 0, c'est qu'il y a eu une erreur. Et en fonction de ça, on va la tester. Donc par exemple, 1, il y a eu un succès, donc on va afficher un petit pop-up. En revanche, si ce n'est pas égal à 1, c'est égal à 0 forcément. Et donc on va afficher qu'il y a une erreur. Et bien sans plus attendre les amis, je vous propose de tester notre application. Alors là je vous montre actuellement qu'il n'y a rien dans la base de données, elle est bien vide et on va essayer d'ajouter un utilisateur. Alors on va appeler notre utilisateur iPhone, voilà comme ceci. En mot de passe on va mettre AZERTY, attendez hop, voilà. On va mettre test@test.com, le nom test, prénom test2 et un âge de 20. On va faire s'enregistrer, hop, réussi, ajouter avec succès, on va voir un petit peu ce que ça donne maintenant. Et donc on a bien un utilisateur qui s'est ajouté dans notre base de données, donc l'enregistrement a été réalisé avec succès. Donc dans notre base de données, on retrouve bien les éléments qu'on a ajoutés, l'ID, donc ça a été fait automatiquement avec l'auto-incrément, le pseudo, le HMD5 de notre mot de passe qui est AZERTY, le mail, le nom, le prénom et l'âge, tout ça a été enregistré avec succès dans la base de données. Maintenant, je vous propose de se connecter à celle-ci pour voir si tout marche bien. Alors, on va mettre iPhone en pseudo et AZERTY en tant que mot de passe. Ça serait mieux que je l'écrive comme ça. On fait connexion et on a bien réussi. Connexion réussie. Donc là, parfait. Regardez, si je modifie le mot de passe, normalement, eh bien, j'ai échec de la connexion. Parfait. Donc, tout marche parfaitement bien. Alors si chez vous la connexion ne marche plus, c'est tout à fait normal. En fait, j'ai fait une petite modification aussi dans le script login.php, donc je vous le mettrai à nouveau à disposition en version 1.2. Donc voilà ce que j'ai modifié. En fait, je passe maintenant par le MD5 au lieu de la fonction password directement de MySQL. Donc c'est bien plus pratique de passer comme ça et puis surtout qu'on en a besoin parce que password n'a pas la même encryption que MD5 et donc on est obligé d'utiliser la fonction MD5 pour le login maintenant. Et bien voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, il a été un petit peu long, j'ai essayé de vous expliquer le mieux que j'ai pu encore une fois, j'espère que ça fonctionne bien chez vous, vous retrouverez tous les scripts dans la description de la vidéo mais également sur le site officiel dev1peu.iphoneretro.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en bas, c'est gratuit, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir. En tout cas on se retrouvera une prochaine, allez ciao tout le monde.